Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons de philosophie réaliste à l'école d'Aristote et du père Marie-Dominique Philippe en vue de la lecture de saint Thomas d'Aquin. Et je voudrais commencer dans cette série de vidéos, que je ne ferai pas tout seul, je serai aidé par des intervenants qui sont spécialistes dans la matière. Je voudrais aborder ce qu'on appelle la philosophie de la matière. Et dans cette première leçon, comme d'habitude, je voudrais manifester ce que c'est que cette partie de la philosophie, son statut épistémologique, ça veut dire sa place parmi les autres sciences. Alors, le père Marie-Dominique Philippe préférait appeler cette partie de la philosophie la philosophie de la matière, plutôt que de l'appeler, comme certains des scolastiques qui l'avaient précédé, philosophie de la nature. En effet, chez Aristote, la philosophie de la matière, elle est conjointe à la philosophie du vivant. Elle étudie les réalités qu'on peut observer matériellement. Cependant, il distingue aussi, Aristote, d'un côté la physique, et de l'autre côté son traité péripsyché autour de la philosophie du vivant. Eh bien, je dirais qu'il y a véritablement, au niveau de l'expérience, une distinction qui apparaît dès le départ, très vite, entre des réalités qui sont physiques et qui ne sont pas vivantes, et d'autre part des réalités qui sont physiques, mais qui sont vivantes. La différence est expérimentale. Et quand on regarde les choses comme ça, superficiellement, avec un jugement d'existence de l'extérieur, un petit peu comme le faisait Aristote, eh bien, on distinguait souvent le vivant par le fait qu'il se mouvait seul. Un chien, par exemple, mais aussi une plante avec ses racines qui poussent, qui s'étendent dans le sol. Ce qui caractérise ces deux réalités, c'est qu'ils ont un mouvement qui vient de l'intérieur d'eux-mêmes. Alors que de l'extérieur, toujours, et je verrai si cette distinction est encore valable actuellement, on pouvait constater qu'un caillou, lorsqu'on le pose là, eh bien, il ne se meut pas. Et pour qu'il bouge, il faut lui imprimer de l'extérieur un mouvement. Il n'a pas, comme cela, à première vue, de principe de mouvement immanent. Et c'est ainsi que Aristote distingua, au niveau de la nature, de l'observation de la nature, deux sortes de réalités physiques. Certaines qu'il étudiait en physique et d'autres qu'il étudiait dans sa philosophie du vivant. Alors ensuite, pour Aristote, il faut dire que cette partie de la philosophie fait partie de ce qu'il appelait la philosophie spéculative. Il le disait par opposition à ce qu'il appelait la philosophie pratique. En effet, pour lui, le travail du philosophe, sa finalité, elle est de deux sortes. Premièrement, et c'est ce qu'il y a de plus fondamental, il s'agit de connaître pour connaître, dans la seule joie de connaître. C'est ce qu'on pourrait appeler maintenant, puisque cette distinction reste valable, la recherche fondamentale. Lorsque des scientifiques cherchent simplement à connaître et n'attendent aucun résultat pratique, aucune œuvre technique qui pourrait se vendre après, eh bien, on peut dire qu'ils sont dans cette démarche de philosophie spéculative. Et puis, pour Aristote, le deuxième but de la philosophie, c'est évidemment en vue de l'action. Et pour lui, à l'époque, ce n'était pas seulement une action artisanale, c'était l'action humaine totale, l'action prudente, le fait que l'homme puisse réaliser son bonheur, trouver le sens de sa vie. Et c'est pourquoi il distinguait dans la philosophie des parties de pratique, des parties de philosophie pratique. Eh bien, il est évident que la physique, lorsqu'on étudie donc les réalités physiques qui nous entourent, en premier lieu, ce n'est pas dans un but pratique, c'est dans un but de connaissance. Et c'est une connaissance qui, évidemment, cherche à connaître les réalités matérielles, les cailloux, l'eau, tout ce qui peut exister comme corps physique non vivant dans le monde. Mais évidemment, pour Aristote, le but de cette connaissance était aussi de connaître l'homme. Parce que l'homme, par son corps physique, il expérimente qu'il fait partie de cette nature. Et aussi, il possède un corps qui peut être mu, de la même façon qu'un caillou.
C'est une expérience que tout homme peut faire. Descendre un escalier avec la force musculaire. C'est une opération extrêmement complexe, mais qui est propre au vivant. Par contre, tomber l'escalier, ne plus pouvoir diriger la chute, être simplement mu par la gravité, c'est une autre forme d'expérience tout à fait différente et que pourrait faire, par exemple, un cadavre. Voilà pourquoi, lorsqu'on cherche à connaître l'homme dans toute sa réalité, et puisqu'on constate que notre corps est fait de la même matière que ce monde non-vivant qui nous entoure, qu'il est soumis aussi aux mêmes contingences, on sait très bien la difficulté qu'on peut avoir à se mouvoir justement, qu'il faut vaincre une force qui nous dépasse et qui précède l'être vivant, comme la gravitation, comme la résistance de l'air, etc. Eh bien, puisqu'il s'agit de connaître l'homme, il est évident qu'il y aura une partie de philosophie spéculative qui cherchera à connaître la nature de cette matière qui nous compose fondamentalement. Le philosophe ne peut pas du tout échapper à cette recherche, même s'il constate que cette matière qui nous compose, elle est structurée de manière bien plus riche. C'est de la matière vivante. Cependant, ne serait-ce que lorsqu'on est confronté à la mort, on voit bien que cette matière vivante, dans son état extrêmement riche, organisé, ne peut pas tenir une fois que la personne est morte. Et elle se décompose. Et elle retourne, elle tend à retourner à l'état naturel de ce qui n'est pas vivant. Ça veut dire un état plus simple. À la fin du processus de décomposition, le philosophe, déjà à l'époque d'Aristote, pouvait constater qu'il ne restait du corps que quoi? De l'eau, de la matière carbonée, des os. Ça veut dire quelque chose qui ressemble à de la craie, comme un caillou extérieurement. Et donc il était contraint de constater qu'il y a un état différent entre l'être vivant et puis cette poussière mouillée qui le compose fondamentalement. Alors, la physique n'est pas, pour Aristote, la première partie de la philosophie spéculative. Parce qu'il y a quelque chose de plus fondamental pour lui, qui doit être recherché, et sans quoi un corps physique lui-même ne serait pas là devant nous, capable d'être donné à l'expérience. Pour Aristote, la philosophie première, au point de vue spéculatif, c'est l'étude du fait que ces réalités, elles existent, et l'étude de ce fait de l'existence en elle-même. Donc on a appelé cette partie-là la métaphysique, et lui l'appelait la philosophie première. Ce n'est qu'en deuxième lieu, parce qu'il faut d'abord exister pour avoir un corps, qu'il constatait que les réalités qui l'entouraient, eh bien certaines étaient formées d'un corps qui est mu, et d'autres d'un corps capable de se mouvoir. Et donc il distinguait deux autres parties de la philosophie spéculative, à savoir la physique et la philosophie du vivant. Et c'est vrai que cette distinction entre métaphysique, autrement dit philosophie première, physique et philosophie du vivant, elle n'a jamais été dépassée. On peut dire qu'actuellement, on continue d'étudier dans les sciences de la nature, d'un côté la physique, avec toutes ses dépendances, la chimie, l'étude des ondes lumineuses, etc. Et de l'autre côté, le vivant, avec toutes ses dépendances, comme la psychologie, l'éthologie. On peut dire que actuellement, s'il y a une partie de la philosophie qui a été mise de côté, c'est uniquement l'étude de l'être en tant qu'il est. Sans doute parce que justement, ce n'est pas productif. Ça ne produit pas de choses techniques qui permettent de changer la vie des gens concrètement. Or, notre monde est fortement utilitaire, utilitariste même à notre époque. Alors certains ont dit qu'il y avait une quatrième partie de la philosophie spéculative qui serait la sagesse. Ça veut dire la recherche profonde du sens radical qu'aurait cette vie. D'où est-ce qu'on vient radicalement? Est-ce qu'on vient du néant? Est-ce qu'on vient d'un créateur? Qui sommes-nous fondamentalement? Juste des corps physiques qui ont une conscience passagère ou des personnes ayant une âme spirituelle?
Où allons-nous après la mort? Est-ce qu'on survit ou pas? Eh bien, en réalité, cette quatrième partie, la sagesse, n'est pas que spéculative. Je dirais qu'elle est à la fois spéculative et elle est éminemment pratique. Elle est spéculative parce qu'elle est une recherche fondamentale sur le sens profond de cette vie. Mais dès que le sens profond de cette vie a été trouvé, elle a des conséquences pratiques étonnantes qui illuminent ou mettent dans l'obscurité tout le reste de la vie, y compris la vie pratique. En effet, on sait très bien que pour la majorité des gens, il est très différent d'être persuadé que tout se termine par le néant, que d'être persuadé que de l'autre côté, on se retrouve avec ceux qu'on aime. Donc, la sagesse, je ne la rangerai pas parmi les parties spécifiquement spéculatives, mais dans quelque chose de nouveau qui prend un peu des deux, l'aspect spéculatif et l'aspect pratique. Alors, pour en revenir à cette introduction sur la philosophie de la matière, eh bien, il me reste à la situer dans l'ensemble des sciences et à le faire précisément. Et pour cela, je voudrais utiliser une distinction qu'a développée saint Thomas d'Aquin dans la première partie de sa Somme théologique, dans la première question. Pour lui, pour définir une science parmi les autres sciences, ce qu'on appelle aujourd'hui l'épistémologie, il faut utiliser deux distinctions, parce qu'une science, elle a certes un objet qu'elle regarde, on regarde quelque chose qu'on étudie, mais elle est aussi une connaissance à l'intérieur de notre esprit. Et donc que pour définir une science, il ne suffit pas de se contenter de l'objet matériel, mais il faut aussi considérer la manière dont on regarde cet objet matériel, la manière dont notre intelligence structure la connaissance. Et c'est ce qu'il appelait la raison formelle. Donc la forme que donne la raison à ce type particulier de connaissance. Eh bien, je dirais qu'il n'en est pas autrement de la physique. Et donc, en premier lieu, je vais me demander quel est l'objet matériel qu'étudie la physique. Sur quoi est-ce qu'elle se penche? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, il faut partir de l'expérience. Et Aristote, lui, à son époque, l'expérience, il n'avait que les 5 sens. Et il observait comme il le pouvait, sans avoir aucun microscope, aucun outil plus précis. Il observait les choses comme cela. Et donc, pour définir l'objet matériel de la physique, il avait établi une distinction que je voudrais rappeler ici. Puis après, je regarderai si elle est encore valable. Pour lui, donc, il constatait que dans le monde, de manière très évidente, il y avait des réalités qui n'étaient jamais source de leur propre mouvement. Comme par exemple un caillou qui est posé là. Eh bien, on revient effectivement, 1 million d'années plus tard, s'il n'y a pas de vent, le caillou sera toujours là. Il n'aura jamais eu l'idée de bouger, de se développer. Et puis d'autre part, l'expérience montrait à Aristote des réalités physiques, donc palpables, observables, mais qui, elles, avaient tout en commun, d'une manière ou d'une autre, de se mouvoir. Et c'était par exemple le cas pour du lichen sur un toit. On voit très bien que petit à petit, lentement, année après année, ce lichen établit son aire de possession, s'élargit. Donc il se meut, même très lentement, mais il se meut. C'est encore beaucoup plus visible, évidemment, si on regarde un chien ou un chat ou un être humain. Il y a là un mouvement local, mais pas seulement un mouvement local, disait Aristote. Il y a des mouvements intimes, qualitatifs, de connaissances sensibles, d'action sur son milieu, de connaissances intellectuelles pour ce qui est de l'homme. Et donc, à chaque fois, il distinguait donc ce qui est mu et de ce qui se meut. Résultat, pour Aristote, l'objet matériel de la physique, c'était tous les êtres qui sont mus, uniquement mus, qui sont donc des êtres passifs, qui n'ont pas d'action immanente venant d'eux-mêmes. Alors, est-ce que cette distinction est encore valable? Je dirais que, a priori, comme cela, dans une première approche, oui, mais que si on regarde les choses plus précisément,
on s'aperçoit bien que cette distinction, elle est dépassée. Regardons simplement le feu. Le feu, c'est bien, par évidence, une réalité d'ordre physique, ce n'est pas un être vivant. Et pourtant, quand on le regarde, on s'aperçoit que il se meut tout seul. Il trouve sa nourriture tout seul, à partir du bois et des aliments qui l'entourent. Il est capable de grandir. Donc on prend une petite allumette, on allume un tout petit bout de paille. On revient quelques minutes après, le feu est devenu immense. On dirait même donc qu'il se reproduit, parce qu'il lance des étincelles à droite et à gauche qui font partir d'autres feux. Et donc, si on applique au feu la distinction « il est mu », eh bien on constate que ça ne marche pas. Et pourtant, d'évidence, il n'y a pas besoin d'être, je dirais, philosophe, il y a besoin de simplement observer. On sait bien qu'un feu, ce n'est pas un être vivant. C'est une réalité d'ordre physique, pur. Et puis alors, si on pousse plus loin en se servant de la science moderne, on constate que la même chose existe, mais cette fois au-delà du donné expérimental avec les 5 sens, mais dans un donné de l'expérimentation. On sait fort bien qu'au niveau des atomes, il y a des particules qui sont perpétuellement en mouvement, qui interagissent entre elles. On pourrait dire qu'elles aussi, elles se meuvent d'une certaine façon. C'est pourquoi, puisque nous sommes disciples d'Aristote, disciple d'Aristote ne veut pas dire répétiteur d'Aristote, mais veut dire que nous prenons l'esprit d'Aristote avec cette volonté que seul le réel est maître de la connaissance. Et que donc, si, monté sur les épaules de ce géant qu'est Aristote, on peut trouver une distinction plus profonde, donnée par des scientifiques modernes par exemple, et qui permet de distinguer en philosophie le monde physique du monde du vivant, eh bien il faut s'en servir. Je dirais que, à notre époque, pour distinguer de manière précise, sans possibilité de confusion, ce qui est vivant de ce qui ne l'est pas, pour bien distinguer par exemple le feu qui n'est pas un être vivant, d'une bactérie qui est un être vivant, eh bien, il ne faut pas se contenter de l'expérience, mais il faut s'appuyer aussi sur l'expérimentation, qui permet d'aller plus loin dans la connaissance intime de la matière. Et donc, je pense que avec cette expérimentation, mais aussi en maintenant le rôle de l'expérience, on peut définir de la manière suivante l'objet matériel de la physique. D'abord, il s'agit de corps, donc composés d'atomes qui se structurent en molécules, et dont la structure est limitée, ne peut pas donner, par exemple, des molécules, donc un assemblage d'atomes, hyper complexe, avec des milliards et des milliards d'atomes. Je dirais que cette matière-là, en tout cas dans son état naturel, parce que dans son état artificiel, je vais montrer que c'est un petit peu différent. Dans son état naturel, elle structure entre eux des particules primitives, donc des atomes, mais pas plus que 120, je dirais. 120 atomes, c'est une roche particulière, c'est des roches très complexes, qui sont très peu stables, parce que dans un monde qui n'est pas vivant, les liens entre les atomes, qu'on appelle des valences, qui sont des interactions qui ne sont pas très solides, n'arrivent pas à structurer plus gros. Alors évidemment, comme toujours, ce serait tellement simple si c'était uniquement comme cela. En réalité, il y a aussi les cristaux dans la nature, qui eux sont des molécules composées de milliards et de centaines de milliards d'atomes, donc ils devraient être un contre-exemple à ce que je dis. Et puis, il y a des molécules artificielles fabriquées par l'homme, comme le nylon. Le nylon, ce n'est pas un être vivant, c'est évident. Et pourtant, le nylon, c'est une seule molécule composée de centaines de milliards d'atomes. Alors c'est pourquoi ce critère que j'indique, en tout cas dans le monde naturel, il reste valable, mais il ne peut pas être le seul. J'ajouterais que cette structure des atomes qui donne des molécules complexes, agencées entre elles,
sont capables chez le vivant de certaines opérations vitales, comme par exemple, au minimum, se nourrir et puis se reproduire. Donc je pense que, pour le moment en tout cas, en alliant ces deux critères, une structure moléculaire extrêmement complexe, capable d'être source immanente d'opérations vitales, primitives en tout cas, simples, fondamentales, comme se nourrir et se reproduire, c'est ce qui définira le vivant. À l'inverse, dans le monde non vivant, eh bien, on n'aura pas ces deux critères. On peut parfois avoir des molécules complexes, comme je l'ai indiqué, en tout cas pour des molécules artificielles ou pour des cristaux. Mais dans ce cas-là, ces molécules complexes ne sont pas capables de se reproduire, de se nourrir. Or, dans le cas du feu, on a quelque chose qui ressemble à la nutrition, à la reproduction. Mais les molécules qui composent le feu sont en fait extrêmement simples. Ce sont des réactions chimiques d'ordre physique que la chimie peut observer et qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans un vivant autonome. Alors évidemment, cette distinction que je donne, elle est peut-être provisoire, parce que on peut peut-être imaginer que dans quelque temps, il y aura des œuvres artificielles comme des ordinateurs qui seront capables à la fois, comment dirais-je, de trouver leur énergie tout seuls, donc peut-être dans la nature, et deuxièmement, de fabriquer eux-mêmes, parce qu'ils auront été programmés pour cela, un ordinateur semblable à eux. Et donc on pourra dire à ce moment-là qu'à partir de la silice ou d'un autre matériau, on aurait quelque chose qui serait vivant. Alors, c'est une difficulté que je ne peux pas résoudre pour le moment parce qu'on ne connaît pas encore ce que la science produira. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que si des robots sont capables, parce qu'ils ont été programmés, des robots à base de silice, de matériaux comme cela, d'ordre qui ne sont pas le carbone, sont capables de faire cela, eh bien je dirais qu'on ajoutera une condition au vivant, à savoir sa structure autour du carbone. Si un jour, l'être humain peut fabriquer des robots formés avec de l'ADN qui serait la structure informatique de leur programme, alors dans ce cas, je pense que ces objets seront des vivants artificiels. Ça veut dire que rien n'empêche, je pense, un jour, à ce que l'homme, qui maîtrise de plus en plus la matière vivante, puisse fabriquer des êtres vivants qui ont toutes les propriétés du vivant, nutrition, reproduction, parce qu'il a imité la nature. En tout cas, il m'est impossible d'aller plus loin pour le moment dans une recherche sur cela, puisque justement, je n'ai pas l'expérience de ces réalités que l'ingéniosité humaine pourra fabriquer un jour. Tout ce qu'on peut dire, c'est que actuellement, lorsque on trafique au point de vue OGM une bactérie, qu'on lui implante par exemple un gène qui ne lui appartient pas, on reste bien dans le domaine des vivants. On ne fait qu'appliquer finalement des choses qui se passent spontanément au niveau du monde vivant, à savoir des transmissions d'ADN, des mutations. Par contre, le domaine du non-vivant, lui, alors évidemment, il est évident à l'expérience, mais tel que je l'ai défini, pour le moment en tout cas, je pense que c'est à peu près valable. Je ne vois pas en tout cas de contre-exemple, et certainement le contre-exemple du feu que j'ai pris tout à l'heure, il est résolu de cette façon-là. Donc pour résumer, je dirais que l'objet matériel de la philosophie de la matière se définit par opposition et comparaison avec l'objet matériel de la philosophie du vivant. La philosophie du vivant étudie des corps capables de se mouvoir, mais pas n'importe comment. Ils sont liés à une organisation moléculaire extrêmement complexe qui leur permettent des opérations immanentes qui sont au minimum la nutrition et la reproduction. Alors que je dirais que la philosophie de la matière, la physique en elle-même, elle étudie
des réalités palpables, observables, dont la structure est beaucoup plus simple et qui, lorsqu'ils sont extrêmement complexes, sont incapables d'autre chose que d'être mus. Parfois, lorsque la structure est simple, il peut y avoir une apparence de mouvement sui generis, comme par exemple dans le feu, mais qui n'est pas comparable à ce qu'on voit dans la complexité organisée de manière immanente dans le vivant. Finalement, on peut dire aussi que la physique étudie tout état de la matière qui n'est pas structuré de manière vivante, tel que je l'ai indiqué, donc avec cette complexité et ces opérations sui generis. Du coup, on voit comment l'objet matériel de la physique est large. On ne peut pas se contenter, comme Aristote, des corps pesants, des cailloux qui nous entourent. Dans la physique, on observera aussi un état de la matière particulier, qui est tout à fait différent, comme celui de la lumière. Mais aussi, pourquoi pas, de ce son qui se transmet dans l'air. Il y a bien un état de la matière, quelque chose qui n'est pas vivant, et qui peut être produit certes par des vivants, mais aussi par des corps non vivants. Et donc, dès le départ de cette recherche, par la simple observation avec les sens externes, on constate déjà deux états de cette matière physique. Un état qu'on pourrait appeler pesant, palpable, il tient dans la main, c'est l'état du caillou. Et un état beaucoup plus subtil, que les physiciens distinguent sous forme d'ondes. Ils appellent ça des ondes. Mais c'est aussi en physique qu'on étudiera tous les effets produits par ces réalités qu'on observe. Un corps pesant, il exerce une force. Une lumière qui vient frapper un objet noir, par exemple. Il produit de la chaleur. Et donc, on le voit, le domaine de la physique, tout de suite, va dans des dizaines de directions. Et parce que tout cela est bien réel, eh bien tout cela fait partie de la philosophie qui a comme objet l'étude du réel. Alors il me reste encore à manifester quelle est la raison formelle de cette partie de la philosophie. Donc de quelle manière la philosophie de la physique, la philosophie de la matière, étudie son objet matériel. Alors, chez Aristote et chez ses prédécesseurs, tous les philosophes grecs qui cherchèrent à étudier la matière, on voit que eux n'avaient qu'un seul outil pour observer cette réalité, à savoir l'expérience. Ils se servaient de leurs 5 sens et ils y mettaient leur intelligence pour essayer de comprendre ce que c'était que cette matière, pour comprendre sa nature. Cependant, lorsqu'Aristote définissait cette discipline particulière qu'était la physique, il disait « On observe les réalités physiques par tous les moyens possibles, tous les moyens naturels à l'intelligence humaine. » Et donc, il ouvrait potentiellement la porte à tous les autres moyens qui pourraient être apportés par la suite, à l'exception d'un seul, à savoir l'opinion ou la révélation. Par exemple, pour Aristote, il était impensable de connaître en philosophie la matière en s'appuyant sur la révélation de Zeus, d'Apollon ou de n'importe quel autre dieu. Il fallait bien, comment dirais-je, l'expérience. On ne croit dans la méthode philosophique qu'à ce qu'on voit ou à ce qu'on a démontré, d'une manière ou d'une autre. Alors donc, et c'est ainsi que définissait Aristote la physique, c'est donc l'étude des corps qui sont mus, c'est comme ça qu'il les avait distingués par son expérience, par tous les moyens possibles et naturels de l'intelligence humaine, à savoir à commencer par l'expérience externe, mais aussi à travers des raisonnements, des inductions, des déductions, puisque l'intelligence humaine est capable de démontrer des choses qu'elle ne voit pas de ses yeux, mais uniquement par ce genre de raisonnement, puisque tout est fait à une cause qui lui est proportionnée. Eh bien, je dirais que si Aristote avait pu disposer des outils qu'apporte la science actuelle, qui sont de 2 types. Donc d'abord, des outils
qui prolongent la capacité d'expérimentation de l'être humain, comme le microscope électronique. Mais aussi, je dirais, la méthode de l'expérimentation, qui ne consiste pas seulement dans l'expérience, donc dans le fait de toucher, d'observer des réalités, mais qui consiste à appliquer à des réalités physiques différents protocoles, différents tests, quitte à la décomposer, afin de mieux en comprendre la nature de l'intérieur. Cette expérimentation scientifique, donc qui est un prolongement de l'expérience, par des méthodes que l'imagination humaine peut inventer, elle se sert aussi de l'outil mathématique. Ça veut dire, par exemple, Aristote, lui, s'il était confronté à un corps comme celui-ci, eh bien, il le lâchait et il constatait par ses sens externes qu'il allait vers le centre de la Terre, il tombait. Eh bien, la science moderne, elle va bien plus loin. D'abord, elle va soumettre ce corps à diverses sortes de chutes, par exemple dans l'air, mais aussi dans le vide, pour voir si sa vitesse est la même. Et comme elle va constater que la vitesse n'est pas la même, parce que dans un cas il y a la résistance de l'air et dans l'autre cas non, eh bien, ça va lui permettre d'aller plus loin dans la connaissance de cette réalité, de ses propriétés. Elle va soumettre aussi, non seulement un corps comme celui-ci, mais éventuellement une plume. Et elle va se rendre compte que lâché dans l'air, ce corps-là tombe plus vite qu'une plume. Par contre, lâché dans le vide, il tombe exactement à la même vitesse. Ça, c'est de l'ordre de l'expérimentation. Si on ne se sert que de l'expérience, on est évidemment trompé. Et immédiatement, on va se dire, il est évident que 1 kilo de plomb tombe plus vite qu'1 kilo de plume. En réalité, ce n'est pas qu'il tombe plus vite, c'est juste que l'air a beaucoup plus de prise pour ralentir 1 kilo de plume. Alors toutes ces expérimentations multiples que déjà certains Grecs avaient pratiquées, on raconte qu'un Grec particulier avait même réussi à calculer la circonférence de la Terre et sans se tromper, simplement en mesurant l'ombre d'un bâton à la même heure, donc en Grèce et puis en Égypte. Il avait fait ce genre d'expérimentation, donc l'idée était déjà dans l'air, mais elle n'avait pas été poussée aussi loin. Ce qui a permis d'ajouter, comment dirais-je, à la valeur de l'expérimentation, c'est l'usage de l'outil mathématique. Donc cet ancien physicien avait mesuré, et ce qui lui permet de trouver la conclusion, et il ne se trompa pas sur la circonférence de la Terre, en tout cas pas beaucoup. Mais actuellement, on pousse la mesure beaucoup plus loin. On la pousse jusqu'à des milliardièmes de secondes, et on continue sans cesse d'affiner les mesures. Et donc, par rapport à la chute d'un corps, comme je l'ai indiqué, on va mesurer son accélération, et on va comme ça trouver une équation mathématique qui est adaptée à la Terre, et qui permet de calculer l'accélération des corps quand ils tombent dans le vide. Alors, est-ce que l'ajout, donc, des outils comme le microscope, le télescope, l'ajout de l'expérimentation avec le calcul mathématique, est-ce que cela permet de créer une nouvelle science ou est-ce que cela fait partie toujours de la physique telle qu'Aristote l'avait développée? Eh bien, je dirais qu'il y a deux écoles. Il y a ceux qui sont simplement fidèles à la lettre d'Aristote et qui diront « Non, la science moderne, elle a une autre raison formelle, à savoir qu'elle se sert de l'expérimentation, d'outils qui ne sont plus simplement l'expérience et des mathématiques. » Eh bien moi, je suis d'un autre avis. Je pense que Aristote, ce n'est pas simplement un penseur, c'est d'abord un esprit. Un esprit qui est réaliste et qui, comme il le dit, est prêt à utiliser toutes les données, sans exception, toute l'aide qui est apportée par l'intelligence humaine naturelle. Donc, à l'exception, comme je le disais, d'une révélation surnaturelle. Eh bien, je pense que Aristote, immédiatement, s'il pouvait revivre actuellement, et s'il allait dans un laboratoire, réformerait toute sa physique, en corrigerait les erreurs, à partir
justement des apports, des outils nouveaux qu'ont apporté la science moderne. Il est évident que l'expérience est enrichie par les choses que je viens d'indiquer, et que donc la connaissance de la réalité s'en trouve améliorée, que certaines erreurs sont évitées. Alors prenons un exemple d'erreur quasi obligatoire qu'Aristote fit en cosmologie, qui est une partie de la physique, c'est l'étude des corps célestes, donc des réalités matérielles qui ne sont pas vivantes. Eh bien, Aristote, il suivit la cosmologie de Ptolémée parce qu'elle semblait rendre compte comme modèle à peu près de ce qu'on voyait dans le ciel. Et donc pour lui, le ciel était une voûte fixe, une voûte en dur sur laquelle étaient fixés des corps lumineux. Certains étaient mobiles, c'étaient les planètes, et d'autres étaient fixes, c'étaient les étoiles. Et il pensait que les corps lumineux qui étaient au-dessus de la Lune étaient incorruptibles, parce que leur forme était parfaitement circulaire et qu'on ne les voyait pas changer au cours de toute une vie, au cours de plusieurs vies. Et donc il avait imaginé que tout ce qui était au-dessous de la Lune étant elle-même corruptible, puisqu'elle était avec des défauts sur son cercle, eh bien, était fait de matière telle qu'on la constate actuellement, et tout ce qui était au-dessus de la Lune était fait d'une quintessence, une matière absolument immortelle, éternelle. Eh bien, je dirais que cette physique, cette cosmologie d'Aristote, évidemment, elle ne peut pas résister à l'apport de plusieurs outils, qui sont en premier lieu le télescope. Il est évident que si on regarde au télescope, comment dirais-je, une étoile lointaine, on voit qu'en réalité, elle rayonne, qu'elle scintille, qu'elle est dans le mouvement. On peut même, à l'heure actuelle, calculer le passage devant elle de certaines planètes qui font qu'elle perd un tout petit peu de luminosité à cause de l'ombre de la planète. On peut, à travers des expérimentations, analyser le rayonnement de cette étoile et voir de quoi elle est composée, et constater qu'elle est composée d'hydrogène, d'hélium, donc de molécules qu'on trouve partout sur Terre, sauf qu'elles sont portées dans cette étoile à une haute température. Et donc, grâce à l'apport de l'expérimentation, à l'apport des outils comme le télescope, eh bien on corrige complètement ce qui est erroné et ce qui est simplement l'intelligence qui fait comme elle peut à travers de données de l'expérience, l'expérience étant absolument insuffisante dans ce domaine. Alors, est-ce que cet apport, est-ce que cette raison formelle complétée par l'expérimentation, l'outil mathématique, par les outils, est-ce que elle sort de la raison formelle d'Aristote? Je dirais bien sûr que non, elle en fait partie. C'est pourquoi je crois que lorsqu'on est fondamentalement aristotélicien, eh bien, on est aussi dans le domaine de la physique moderne. Je dirais même que la physique moderne, qui étudie le réel, eh bien, n'est rien d'autre qu'une partie de la physique d'Aristote. Une partie de la physique unique, qui étudie donc les corps qui ne sont pas vivants. De plus, j'ajouterais que cet apport de l'instrumentation moderne, des méthodes modernes, ne touche pas simplement le comment ça fonctionne. Elle n'apporte pas quelque chose seulement du côté de la cause matérielle. Elle apporte véritablement une connaissance intime de la nature de ces réalités physiques. Alors, je donnerai un simple exemple. Donc, une erreur encore chez Aristote qui faisait comme il pouvait avec son expérience à l'époque et qui considérait qu'il existait dans le monde 4 éléments. La terre, le feu, l'air et puis l'eau. Évidemment, il prenait ces 4 éléments de la constatation expérimentale d'états qu'on constatait. Certains corps lourds tombent vers le sol et sont massifs, c'est la terre. Certains corps sont lourds, mais sont mouvants, peuvent changer de forme. C'est le côté liquide. Certains corps, au contraire, s'élèvent vers le ciel. C'est le cas de l'air. Et d'autres s'élèvent avec une force et une chaleur intense. C'est le cas du feu. Et donc c'est là qu'on retrouve les 4 éléments. Eh bien,
En réalité, soumis à l'expérimentation, on se rendra compte très vite qu'en réalité, ces 4 éléments sont simplement 4 états de la matière, selon sa nature, et en fonction de la température à laquelle elle est soumise. Je veux dire par là que si on prend un corps comme l'hydrogène, eh bien il peut être liquide et il peut être solide. C'est une question simplement de température. Donc l'hydrogène, lorsqu'il est porté à pratiquement moins 273 degrés Celsius, il devient solide comme une pierre. Lorsqu'il est porté, je ne sais pas, je ne connais pas les chiffres, hein, mettons à moins de 100 degrés, il est liquide. Et puis, à température ambiante, ici, donc par exemple à 25 degrés, il est gazeux. D'autre part, l'hydrogène dans le soleil, porté à haute température, eh bien il est en feu. Ce qui veut dire que les 4 éléments que Aristote prenait pour la nature des réalités n'est en fait qu'un état lié à la température, à l'agitation des molécules qui composent la réalité. Eh bien, on le voit bien, la science moderne, par ses outils, non seulement elle a permis d'éviter de sortir de cette erreur d'analyse, mais en plus, elle a permis de comprendre beaucoup plus profondément la nature de cette matière. En conséquence, elle mérite d'être intégrée à la philosophie réaliste, et en plus, elle permet de comprendre davantage la nature du corps humain, qui est tout de même le but du philosophe. Alors je n'irai pas plus loin dans cette première leçon d'épistémologie, et donc dans la leçon 2, je vais essayer d'aborder la question du principe d'unité de cette philosophie, sachant qu'il n'existe pas de philosophie unifiée si on n'en trouve pas un principe d'intelligibilité.